Bon, j'ai rien préparé. On s'en fout, on connaît déjà le programme. Le peuple a parlé. La dernière fois, on a fait Ami. Donc là, on va faire Nécropolis. C'était un de mes coups de cœur de mes tests Octogone. Bon, après, je n'ai testé que des trucs bien, hein. Mais, comme je connaissais vraiment pas, j'étais déjà inscrit sur le Discord du Nécropolis, mais je m'étais pas attardé sur la chose. Mais d'y avoir joué, il y a plein de petits trucs. Ceux qui me connaissent à force de m'écouter et qui savent ce que j'aime dans les jeux vont comprendre assez facilement pourquoi je kiffe Necropolis. Oh, bon, bah on est nickel, vas-y, let's go, on va passer à Necropolis. La mort, c'est cool. Paf, paf, voilà. Fermez les pages au fur. Hop. Donc ça, c'est le Patreon du créateur du jeu Necropolis. Je vous mets ici. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement, mais vous pouvez aussi le soutenir et en échange, vous avez du STL. Voilà. 1,50 € par mois pour soutenir un artiste, ça va, c'est cool. Et 5 € le plus cher, donc ça va. C'est pas un voleur, il est là vraiment pour qu'on le soutienne, donc c'est cool. Mais surtout, donc du coup, si vous allez sur cette page que je vous ai donnée, moi je l'avais mis sur mon Discord, mais voilà, là vous avez le lien pour rejoindre le Discord de la communauté de Necropolis. Et c'est là que vous allez trouver règles en français que moi j'ai trouvé sur le Discord, parce que des gens ont traduit en français. Moi je comptais vous le faire oralement, mais du coup quelqu'un l'a fait, donc c'est parfait. Et voilà. Et c'est une commu, à ma foi, plutôt active. Alors, je vais vous montrer des images peut-être. Donc si on marque Necropolis, Garmisch, Game, vous allez trouver des images. Tout à fait. Parfait. Vous voyez l'ambiance, bon, vous aviez compris avec le titre, hein, Necropolis. Voilà, c'est une ambiance de mort. Mange tes morts, comme dit Ben. Ça consiste en croix Necropolis. Je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer les règles vite fait. Je vais vous expliquer, moi, mon retour d'expérience de jeu que j'ai fait à Necropolis. Et après, on va lire les règles dans le détail. Pour ceux qui veulent découvrir ça ou qui ont la flemme de lire mais qui sont en train de peindre et qui veulent m'écouter pour avoir un aperçu des règles un peu plus détaillé tout en peignant. C'est un peu pour ça que je fais ce genre de vidéo. Mais donc voilà, Necropolis, grosse ambiance, hein, soirée disco, on est bien. Donc en gros, Necropolis, tous les joueurs. Alors déjà, pour te planter l'ambiance, tous les joueurs vont jouer en gros un nécromancien. Donc ça peut être une goule, un squelette, des trucs comme ça. On verra en regardant les règles tout à l'heure. Oui, c'est du skirmish. Avec plein de trucs que j'aime bien dans les mécaniques, tu vas voir. Et donc du coup, Necropolis, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va jouer on a tous un chef, hein, un nécromancien. Donc vous vous doutez bien que vu le thème, on va pouvoir faire relever nos créatures qui meurent. Et du coup, les créatures meurent très très vite. Enfin, les personnages que vous avez, vos petits pitous, meurent très très vite dans le jeu. Mais c'est assez intéressant, j'aime bien, et c'est dynamique. Et du coup, vu peut les ressusciter, ça reste intéressant, cette mort rapide. Hop, je vais vous montrer les quelques photos que j'ai prises dans Octogone. Là, c'était moi qui étais en train de jouer. Donc moi, je jouais des ghouls. Les figurines, c'était des ghouls. Donc c'est un jeu agnostique, hein. Les figurines, c'était des ghouls de Gwei principalement, là. Et par contre, je me battais contre des squelettes zombies qui ressemblaient à... Je sais pas, comment il s'appelle, là. Ah! L'ennemi de Spider-Man qui est tout noir, là. Venom. Donc du coup, c'était du do it yourself avec du fil de fer et tout, qui était vachement cool comme scrap au niveau des unités. J'ai bien kiffé. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, eh bien, le plateau est tout petit. Et oui, c'est un 40 par 40, c'est vraiment tout petit. Alors, les figurines ne bougent pas très vite. Je crois que c'était une dizaine de centimètres, un truc comme ça. Enfin, c'est en pouces, hein, mais c'est pas très grand. Le déplacement.
Vous voyez, il y a des jetons sur le sol. Ça, c'est les essences en fonction de votre faction. Vous avez une différente essence. Et ça va vous servir pour la magie. Mais du coup, quand vos bonhommes ils meurent, ben, ils laissent ces ressources sur la table. Donc ça aussi, c'est super intéressant. On peut aller shipper un peu les ressources en tuant des gars et tout. C'est assez intéressant. Donc c'est tout petit. Donc moi, j'apprécie vachement. Vous savez que je suis joueur de Carnage. Et Carnage, c'est du 60 par 60, mais c'est du 75 les figurines. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un 40 par 40 en termes de déplacement et de prise d'espace. Et moi, j'aime bien qu'on se rende directement dans l'art, hein, qu'on arrête de se cacher derrière des poteaux. Je trouve que c'est sympa de. Voilà. Le contact, le rapprochement, la chaleur humaine, la bagarre. Et donc, du coup, j'ai retrouvé ça un peu là-dedans, même si il y a quand même moyen de contourner et tout. Lui, il a réussi à faire blocus pendant la partie, par exemple, mon opposant. Donc il y a quand même du move stratégique, mais le fait d'être un petit peu resserré comme ça, je trouve que ça te met direct dans le bain, direct dans l'action. L'essence, c'est pratique pour cramer les morts vivants. Merci Ben. Et du coup, donc ça j'ai bien aimé, du coup vous en doutez. Et encore une autre ressemblance avec Carnage qui fait que j'ai beaucoup aimé le jeu aussi, c'est que il y a du push. Vous allez repousser les adversaires. Et ça va vraiment jouer dans la stratégie, dans le placement, et aussi ça va provoquer des dégâts. Donc c'est vraiment une mécanique qui, je pense, est au cœur du gameplay. J'ai trouvé qui était au cœur du gameplay et qui est vraiment très intéressante. Et mine de rien, sur les petites distances et avec les poches et tout, ben, le fait que ce soit une petite table de 40, quand le mec il a une allonge, quoi. Ça a vraiment un impact sur votre jeu. Moi, j'avais pas d'allonge, lui, il en avait, et ben voilà, tu réfléchis pas pareil, hein. Sinon, il y a une autre particularité que je trouve assez cool dans ce jeu, c'est qu'on rate pas ses actions, on les réussit toujours. C'est-à-dire que en fait, le dé, il sert à indiquer la qualité de votre action. Par exemple, si vous ratez votre jet de dé, vous allez faire que, je sais pas, admettons un dégât, et si vous le réussissez, vous allez faire 3 dégâts et un push, par exemple. Voilà. Et ça, c'est une notion que je trouve assez intéressante. On rate pas dans ce jeu, c'est juste on réussit plus ou moins bien. Et au moins, c'est jouable pour nos amis parisiens. Exactement. Non, mais il n'y a pas besoin d'être parisien hein, pour avoir besoin de place. Moi, tu vois, typiquement, je suis séduit par la petitesse de la table nécessaire. Donc, en termes de figurines, c'est purement du skirmish. En gros, vous pouvez jouer de 3 à 7 figurines. Vous voyez, c'est vraiment des petites équipes. Et vous pouvez jouer des gros machins comme ça. Vous voyez qu'il y a des gens qui s'amusent beaucoup, qui ont fait de belles choses. Oh là, vous reconnaissez les fantômes de chez Games. Mais comme c'est de l'agnostique, vous allez retrouver vraiment des gammes qui viennent de partout. Ça, c'est cool. Ça, c'est encore ma partie. Taille de socle. On verra comment ça se gère. Ça, je sais pas du tout si c'est indiqué la taille de socle ou si c'est recommandé comme MCA. Là, j'avais 2 mecs qui sont morts. Moi, je jouais avec les essences rouges. Lui, il avait besoin des essences jaunes. Et quand on tape des décors, ça fait des dégâts. Et ça fait très mal, hein. Voilà, ça, c'était ma team. Donc, on reconnaît les ghouls de Underworld, il me semble. Là, il y avait des jeux de table. Enfin, voilà. Voilà. Donc. Je vous ai mis le Patreon. Je vous le remets. Bonjour Ludo. Je vous ai mis le Patreon et je vous le remets du créateur du jeu Necropolis. Et par ce Patreon, alors déjà vous pouvez lui donner des sous, c'est sympa, mais par ce Patreon, vous avez donc le lien Discord qui vous permettra par la suite de trouver les règles du jeu. Ceux qui se demandent en français où c'est qu'elles sont. Elles sont dans Rule Chat. Vous allez dans le channel Rule Chat et après bah, vous vous démerdez. Parce qu'après il faut. C'est loin, c'est beau mais c'est loin. Mais c'est dans Rule Chat. Vous l'avez dit dans le précédent live d'ailleurs. Ceux qui voulaient pas attendre. Voilà, le repère. Vous avez trouvé le pingouin là, vous remontez, vous n'êtes pas loin. Il y a un premier fichier, c'est pas ça, c'est du lore. Et là, paf, il y a la VF dans le Rule Chat. Et donc du coup, merci à Jean-Baptiste qui a traduit ça. Retour aux règles du coup. Les fameuses. Il est 33, c'est parfait. On a 1 heure pour lire tout ça. Je pense que ça va le faire. Je crois qu'il y a un système de campagne. Je découvre avec vous, hein, parce que moi je l'ai découvert
en jouant à la partie avec l'explication. Donc c'était une démo, donc j'ai pas toute la subtilité encore du jeu. Et déjà avec ce que j'ai découvert moi, juste avec une partie, j'ai surkiffé. Ah, vous avez compris, petite table, petite bande, design très marqué, et une mécanique simple, mais pas simpliste, avec plein de petits trucs stratégiques et tout. Enfin bref, ça ne pouvait que me plaire. Surtout, j'aime l'ambiance disco, c'est important. J'aime la joie de vivre. Bon, on va pas lire le fluff, hein, vous avez l'habitude. Table des matières, il n'y a pas encore marqué. Donc vous voyez que c'est en cours, hein, c'est pas fini. Genre bah typiquement la table des matières, c'est vide. À remplir, marqué à côté. Mais c'est en cours. Alors, avant-propos, concept de base. Tout est mort. Le leader sont des nécromanciens, des liches ou des esprits. Ah oui, c'est pas pareil, exact. Le sujet sont des zombies, des squelettes, des fantômes et quelques bêtes. Les sujets, ok. Donc c'est ce que je vous expliquais, en gros, on va jouer des cadavres. Les joueurs jouent alternativement, donc c'est de l'alterné classique, hein. Il n'y a pas de micmac là-dessus. Les points d'action peuvent être dépensés pour des actions chaque fois qu'une figurine est activée, ok. Donc on a un certain nombre de points d'action, mais je crois que les profils ils se ressemblent tous beaucoup. Donc c'est assez simple de s'en rappeler. L'accent est porté sur les campagnes narratives. Ah, et ça, bah du coup, j'ai pas pu le découvrir avec la démo. Donc ça, on va vraiment découvrir ensemble, et ça a l'air cool. Progressant toujours d'une manière ou d'une autre grâce à une ambition qui fonctionne à la fois comme un objectif secondaire et comme une expérience. Ok, c'est cool. Donc tes objectifs de campagne ne sont pas les victoires, de ce que je comprends, ne sont pas forcément les victoires de tes parties. Et ça, c'est une très très bonne idée, je trouve. Il n'y a jamais d'échec lors des jets de dés, seulement des succès mineurs. Ça, c'est ce que je vous expliquais. Tu tires ton dé, t'as pas échoué, c'est juste que enfin, tu vas faire moins de dégâts ou tu vas pas faire l'effet en plus, etc. Le mana des sorts est divisé en 3 types. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est les ressources. Le sang, donc moi c'était le sang la dernière fois, c'était les rouges là. L'os et le plasme. Chaque figurine a un de ces mots-clés provoquant des interactions. Moi, j'avais le mot-clé sang, ce qui me permettait d'utiliser le sang pour faire de la magie, tout ça, tout ça. Et chaque fois que mes potes ils mouraient, ils laissaient du sang sur le sol. Et je trouvais ça très bien comme idée. Chaque point de mana dépensé est un dé. D'accord. Un dé 10. Oui, ça se joue au dé 10 en fait. Encore un point commun avec Carnage. C'est peut-être pour ça que j'aime ce jeu. Chaque figurine a un de ces mots-clés provoque des interactions. Chaque point de mana dépensé est un dé de 10. Vous pouvez choisir combien de dés lancer lors des sorts et conserver le meilleur résultat. Comme dans Carnage, incroyable. Je savais même pas. Chaque mana est dépensé et perdu. Donc oui, votre ressource. Ah, c'est ça qui s'appelle mana. Oui, bah oui, je suis con, je l'ai lu là. Donc quand tu dépenses une de tes ressources pour lancer un sort, ça augmente ton nombre de dés de 10. Et après, ben, c'est inconsommable. Donc tu jettes le mana que tu as utilisé, donc le sang, l'eau ou le plasme. Quand une figurine est fracassée, donc morte, mais comme elle est déjà morte, ils ont employé le mot fracassé, je trouve ça marrant. Elle laisse du coup le mana de son type, sang, os ou plasme. Ça, je vous l'ai expliqué au sol, et peut-être ramasser pour regagner des points de mana. Alors, ramasser par n'importe qui, pas forcément par ce tas team. Et je crois que tu peux quand même utiliser les manas qui sont pas de ton type. Il faut peut-être en utiliser plus, ou je sais plus, on va voir après, mais je crois que tu peux les utiliser quand même, donc c'est pas déconnant de les ramasser. Ça empêche l'autre joueur de jouer. Et donc du coup, ça se joue sur une table de 16 pouces par 16 pouces, c'est-à-dire 40 cm par 40 cm, pour encourager la création des petits dioramas jouables. Alors ça, c'est leur raison. Alors moi déjà, juste, pour moi, rien que le format, déjà, je le trouve cool, comme je vous disais en termes de jeu, mais effectivement, étant donné que c'est une plus petite table, il y a plus moyen de se laisser aller, de se faire plaisir. Et effectivement, c'est encore un point commun qu'on peut mettre avec Carnage et, et Briscard GCM, quoi, leur commu. Souvent, leur table, je le dis, elle ressemble à des petits dioramas. Et donc, du coup, bah, là, on a un nouveau jeu, mais en échelle 28-32, qui, je pense, va créer des communautés créateurs de tables très très cool. Bon, le note du traducteur. Ah, quelques différences avec les règles originales. En fait, nous avons directement. Ouais, il a intégré l'errata, ok. On a des meilleures règles en français. Un âge de la mort, c'est du fluff. Démerdez-vous. Voilà. Vous mettez pause si vous voulez lire.
Non, mais sinon, vous allez chercher le fichier, en fait. Je vous ai mis le lien. D'ailleurs, où il en est, mon réseau? Ah, mon débit est incroyable. Quoi. Alors, commencez. Necropolis, c'est un jeu d'escarmouche pour 2 joueurs, donc c'est l'affrontement, hein, où se battent des morts-vivants rivaux dans un monde sans vie, avec du contenu additionnel pour du jeu solo et coopératif. Ok, cool. Chaque joueur contrôle un groupe de figurines nommées assemblées, représentant un leader et ses sujets, qui se battent sur le champ de bataille. Pour jouer à Necropolis, vous avez besoin donc d'une table de 40 cm par 40 cm, de 1 à 8 figurines. Ah ouais, on peut en jouer qu'une, d'accord. 2 morts-vivants, au sens large du terme, hein, squelette fantôme, poule, Instagrammeur, tout ce que vous voulez. Un petit nombre d'éléments de décor, et une poignée de dés de 10 faces par joueur, et quelques jetons pour représenter la mana. La partie est jouée en série de tours où chaque joueur active alternativement une figurine de son assemblée afin de remporter le scénario. Donc ça, jusque-là, c'est classique. Les figurines Necropolis sont jouées avec du 28. Rien de vivant dans le monde des Necropolis. Les figurines au style vaguement mort-vivant sont donc parfaites. Les joueurs sont encouragés à faire preuve de créativité, à convertir et concevoir. Ah putain, c'est un jeu de kit basher, c'est pour ça aussi que ça me plaît. Et concevoir des figurines qui correspondent à leur propre vision de l'univers du jeu et des morts qui l'habitent. Chaque choix, leader ou sujet de la liste des unités, donne des idées sur la façon dont elles pourraient être représentées, ainsi que des suggestions sur la taille des socles. Donc c'est des suggestions, intéressant. Ces recommandations sont intentionnellement peu restrictives pour encourager les joueurs à utiliser les figurines et les socles qu'ils préfèrent. Parfait! On va pouvoir faire ce qu'on veut! Gloire à l'esthétique! Avec Benzen qui est content, non? Alors, la table, blablabla, donc 40 par 40, ok. Cela peut être n'importe quoi, d'un carré délimité sur une table de jeu classique, avec des décors amovibles, autant qu'un diorama artisanal, blablabla, ouais, ok. Dans la section scénario, vous trouverez des suggestions pour les types de terrains qui pourraient être utilisés, mais l'objectif principal est de s'amuser dans une zone de jeu soit à la fois belle et techniquement difficile à jouer. En gros, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, on est là pour le plaisir. Ça me parle pas le jeu solo sur table de jeu par contre. Je trouve mon ordi tellement mieux pour jouer solo. Ouais, moi aussi, je suis pas joueur solo du tout. Par contre, la version coop, pourquoi pas. Mais après, il y a beaucoup de joueurs, il y en a dans ce chat souvent, qui sont devenus joueurs solo, pas spécialement par choix, hein. Juste, ils ont envie de pousser des pitous, mais ils ont pas de commu. Mais oui, moi je préfère le PC pour jouer tout seul, c'est clair. D'ailleurs, j'aime pas trop jouer en multi sur le PC. Je préfère jouer aux figurines quand il y a des gens. C'est surtout pas facile à ranger. Bah, moi, je force mes enfants. Bah bravo. Il y a aussi beaucoup de gens sur ce chat qui forcent leurs enfants à jouer. Bravo les gars, hein. Ouais, moi j'ai pas d'enfants. J'ai essayé de forcer mon chat, mais je comprends rien. Alors, ordre de tour, généralité. Toutes les mesures sont prises en pouces. Voilà. Depuis le socle de la figurine, donc classique. Définir au préalable si les pré-mesures sont autorisées ou non. Ah, c'est pas une règle, c'est à définir. C'est soit on choisit de le faire ou pas. Ok. Après le déploiement, détaillé dans la section des scénarios ci-après, chaque assemblée reçoit autant de dés de magie d'un type que la valeur de mana de ce type de son leader. Donc en gros, vous avez autant de ressources que votre leader vous en apporte. Exemple, un leader avec 2 points de mana de sang et 2 de mana d'os signifie que l'assemblée reçoit en début de partie 2 dés de mana sang et 2 dés de mana os. Là, on est ok. Cette assemblée de dés est appelée réserve. Les dés de magie de l'assemblée. Ces dés ne sont pas attribués à des figurines individuelles, mais partagés entre l'ensemble des figurines de l'assemblée. C'est une ressource commune, du coup. Quand une figurine s'active, elle peut dépenser ses points d'action, AP, pour effectuer des actions. Waouh. Chaque action possède un coût en AP défini, donc il y en a peut-être qui coûtent plus cher. La magie a un coût en AP variable suivant le sort lancé, comme décrit dans la section. Ok. Afin de clarifier l'ensemble des dés de magie non utilisés de l'assemblée, s'appelle la réserve de dés de magie.
ou juste réserve. Cette réserve de magie contient les dés de magie qui peuvent être des 3 types suivants. Oui, bah ça on avait compris. Vous pouvez prendre des jetons rouges pour le sang, blanc pour l'os, vert pour le palms, afin de repérer les réserves. Oui, bah ça on est d'accord. Pas besoin d'utiliser spécifiquement des D10 de couleur. Oui, bon, c'est un petit ajout, mais paraît aller de soi, non? Bon, si c'est écrit, c'est peut-être qu'il y a des gens qui se posaient la question. Ordre du tour, du coup il y a la phase d'initiative, on jette un dé de 10, le plus élevé il le remporte. Simple. Relancer en cas d'égalité, bien sûr. La phase d'assemblée, en commençant par le joueur ayant remporté le jet d'initiative, chaque joueur active en alternance une figurine jusqu'à ce que toutes les figurines aient été jouées, c'est un classique. Phase des autres. Oh, ça je connais pas. Toutes les figurines ne faisant pas partie des assemblées. Ah, du coup il y a des PNJ. Incroyable. Ils sont vraiment nuls en stratégie, les chats, c'est très décevant. Non, ils font semblant d'être nuls. Pour mieux dominer le monde. T'as pas joué à Cats, toi? JDR. Ouais, je veux pas parler de Cats, la dernière fois ça fait bugger le live. Je sais pas si c'est lié, mais voilà, on sait jamais. Les chats ne veulent pas que je parle de leur plan. Toutes les figurines ne faisant pas passer. Donc il y a des PNJ. En commençant par les joueurs ayant l'initiative, chaque joueur désigne une figurine de personnage non joueur, donc de PNJ, c'est ce que je viens de dire. Les joueurs paient alors secrètement un nombre quelconque de dés de magie de leur réserve pour le contrôler. Si les deux joueurs offrent la même quantité de dés de magie, ou aucun, le contrôle de PNJ est décidé par un jet de dés. Sinon, le joueur ayant remporté l'enchère obtient le contrôle temporaire du PNJ. Les joueurs continuent à activer enchérir jusqu'à ce que les PNJ aient été activés. Tous les dés de magie utilisés lors d'un pari est perdu. Oh, c'est chaud! Alors, c'est rigolo, hein, parce qu'il faut. Mais. Enfin, on va voir plus bas, mais je crois que les ressources, on n'en a pas des masses. Hein. Mais c'est marrant ce truc de mise, j'aime bien. Par contre, c'est tricky en termes de jeu parce que ben, ça te bouffe tes ressources, quoi. Oh. J'aime bien l'introduction des PNJ. Bah, j'aime bien l'idée. Mais c'est vrai que c'est tricky. Hein. Ça vite fait de vider tes ressources. Bon, après, comme je vous ai dit, quand tu tues quelqu'un, tu récupères derrière. Ça met du chaos. Du chaos dans la mort. Le tour prend fin, à nouveau, commence un nouveau tour, blablabla, phase d'initiative. On recommence la phase d'initiative à chaque fois. Bref, règle de base. Plafonnement des actions. Règle alternative, donc pas obligatoire. Chaque action coûtant des AP ne peut être entreprise qu'un maximum de 2 fois par tour. Par exemple, même avec 3 AP, il est interdit de faire 3 actions de mouvement. Ok, donc on fait 2 actions max. 2 mêmes actions max. Soit c'est pour éviter les acharnements, le chien, genre traverser la table, tout ça, je pense. Mais donc, du coup, c'est optionnel. Recul! Je vous ai dit, j'aimais bien. D'ailleurs, c'est pas tout traduit là. Le fluff, il est pas traduit. Alors, un recul déplace en ligne droite la figurine ciblée de 1 pouce dans n'importe quelle direction. Donc, c'est pas un push en réalité, c'est un grab. Tu le jettes où tu veux. Ce qui est très important, je trouve, en termes de stratégie de placement. Ça reste un jeu de figurines. Le placement, c'est la vie. Au choix de l'initiateur, bien sûr, de l'effet du jeu ayant provoqué le recul, sauf indication contraire. Le recul est généralement dû à une attaque ou à un sort. Le mouvement de recul est stoppé avant son terme si la figurine rentre en contact avec un élément de terrain, une autre figurine ou un bord de table. Cela peut provoquer des interactions avec les éléments de terrain dangereux ou provoquer des chutes. Le terme recul peut être trompeur, mais le déplacement de la figurine peut s'effectuer dans n'importe quelle direction. Oui, donc c'est un grab. Mais qui fait du catch, quoi. Caractéristiques des figurines. Donc AP, c'est les points d'action, ce qui permet de jouer. MV, c'est le mouvement. Donc ça permet de déplacer. VI, c'est la violence, c'est la faculté de provoquer des dégâts en mêlée. RA, c'est la visée, ranged. C'est la faculté de viser correctement et de provoquer des dégâts à distance. HP, c'est les points de vie. Les mots-clés, chaque mot-clé permet de débloquer des capacités et de déclencher des interactions. Donc il y a 100, os, plasme, vol, leader, réceptacle, etc., etc. Les traits, ce sont les capacités spécifiques à chaque figurine. Ces capacités prennent le pas sur les règles générales et les modifient. Donc, il y a une règle, à l'encontre des règles de base dans une capacité, c'est elle qui a priorité.
Attention aux bonus sur les caractéristiques violence et visée abaisse le seuil à dépasser pour résoudre l'action. Les bonus. Ah oui, d'accord. Donc si on a un bonus sur les seuils de violence et de visée, ça veut dire que le seuil est plus bas. Et si on a un malus, ça veut dire que le seuil est plus haut. Oui, ça fait. Fracassé. Si une figurine descend à 0 HP, ou moins. Ou moins, d'accord. Elle est considérée comme fracassée et retirée de la table. Chaque figurine retirée de la table est remplacée par un marqueur de mana de type de son mot-clé, sans hausse ou plane. On a déjà dit ça. Les marqueurs de mana, on en a déjà parlé, on va pas relire si. Ce marqueur lâché par les figurines fracassées représente l'énergie de la magie laissée dans le sillage des morts vivants qui ont été balayés. Habituellement, ils seront représentés par des marqueurs ou des miniatures sur socle rond de 20 à 40 et pourront prendre la forme de feu follet, de pile d'os, de corps. Ah oui, tu peux t'amuser à faire des marqueurs plus jolis, c'est vrai. Que nous, on avait juste mis les petits trucs rouges là que je vous ai montré jaunes, mais c'est vrai que des petites figurines exprès pour faire les marqueurs, c'est une très très bonne idée. Je plus sois, je plus sois. Par contre, il faut en faire un petit peu beaucoup quand même, au cas où. En tout cas, j'aime bien l'idée. Encore du hobby. Voilà. Des règles qui t'amènent à faire du hobby, toujours plus de hobby. Ça, c'est cool. Tous les leaders qui, lors d'une action de mouvement ou d'un recul, donc même si tu te fais push, entrent en contact avec tout ou une partie des marqueurs de mana, le ramassent et le rajoutent à la réserve de l'assemblée. Ok. Le marqueur est retiré de la table, bien sûr. Ces marqueurs sont immatériels et ne gênent ni les lignes de vue, ni les mouvements. Il existe des exceptions à cette règle. Par exemple, les familiers peuvent aussi ramasser ces marqueurs et les ajouter à leur réserve à l'assemblée. Quand on découvrira les unités. Il est quelle heure? Il est 50. Marqueur de reliques. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est du coup. Les jetons reliques représentent les ressources cachées au sein de la cité éternelle. Habituellement, ceux-ci seront représentés soit par un jeton, soit par un petit décor sur un socle rond de 20 à 40. Les reliques peuvent prendre la forme d'un tas de pièces, de coffres de trésors, des détruits désirables pouvant être transformés en rassemblement. Les jetons reliques ne bloquent ni la ligne de vue, ni les mouvements. Ouais, c'est des sortes de... Ok, je sais pas ce que c'est. Il y a des jetons objectifs, mais je vois objectif en dessous, donc c'est des jetons objectifs différents. Les objectifs sont les plus grands décors de la cité éternelle. Ah, d'accord. Donc, les reliques, c'est les petits décors qui sont cachés, c'est les coffres, les pièces. Et les objectifs, c'est des gros décors qui seront représentés soit par un gros jeton, soit par un décor sur un socle rond de 20 à 60. Les objectifs peuvent prendre la forme d'énormes éclats de verre météoriques aux reflets fantasmagoriques, de statues couvertes d'anciens secrets griffonnés ou de tout autre trésor de grande taille difficile à emporter dans le feu de l'action. Les objectifs bloquent les lignes de vue par contre et ne peuvent pas être traversés librement. Ok. Objectif, c'est un truc qui est campé sur la table, alors que marqueur relique, c'est un petit pion objectif qui peut être pris. Et donc là, c'est un bel appel, ces trois choses, à encore du hobby. Je trouve ça très très cool. Ça me plaît de plus en plus. Chuter, oui, on peut tomber. Si le socle d'une figurine ne peut pas être stabilisé sur une surface, à peu près, horizontalement au terme d'un recul ou d'un mouvement, la figurine chute directement en contrebas de l'obstacle. Pour chaque pouce complètement parcouru durant la chute, la figurine subit un dégât. Si la figurine termine sa chute au contact d'une autre, celle-ci subit aussi autant de dégâts. Donc ça veut dire que si je tombe par exemple de 3 pouces, je vais me prendre 3 dégâts dans la pachole. Et si en tombant de 3 pouces, je tombe sur Chico en bas, Chico se prend aussi 3 dégâts dans la pachole. Intéressant. Des fois, ça vaut peut-être le coup de laisser son zombie tenter un saut de l'ange juste pour les foutre des dégâts. C'est pas déconnant. Il faut assimiler la chute à un recul vertical. Si cela amène la figurine au contact d'un élément de terrain dangereux, par exemple, elle en subira les conséquences. Ah, du coup, ça peut être intéressant. Genre, si t'es en hauteur, avec le push, d'essayer de push l'adversaire pour qu'il tombe en contrebas sur un mec qui est en dessous à lui. Ah, pour faire des trucs rigolos. Mais voilà, je vous dis, les push, c'est trop drôle. Le push, c'est trop bien en mécanique de gameplay. Surtout sur une petite table, c'est ouf. Voler. Si une figurine a le mot-clé, donc c'est un mot-clé, vol, elle ignore les distances verticales et les autres figurines lors de ses actions de mouvement. Le vol n'est effectif que lors des actions de mouvement.
Ouais, ouais, en gros, tu te déplaces sans t'emmerder avec le décor et les gens. En d'autres termes, cette règle permet de modéliser autant les bêtes volantes que les spectres. Ok, les spectres aussi, ils peuvent avoir ça. Oui, effectivement, ils traversent et puis c'est tout. Ça convient parfaitement à un vampire qui se transforme en brouillard ou en nuée de chauve-souris, tout à fait. Même visuel très agile, se jouant des reliefs du terrain. Oui, là, il te dit, ça veut pas dire. Le mot-clé s'appelle vol, mais t'es pas obligé de faire un truc avec des ailes. Tu peux bien faire un fantôme qui traverse les trucs ou une puce qui saute. Qu'importe. Oh, une puce. Drôle. Puce zombie. Ligne de vue. La plupart des terrains dans Necropolis, comme les murs et les objectifs solides, sont bloquants pour les lignes de vue et les mouvements. De même pour les figurines amies, neutres ou ennemies. Les figurines bloquent les lignes de vue. Faut le savoir. Et le mouvement. Une figurine doit avoir une ligne de vue, au moins partielle, vers sa cible pour lancer son attaque et son sort. Il conviendra de convenir avec l'adversaire avant la partie des conventions choisies pour définir ce qu'est une ligne de vue. La ligne de vue réelle semble particulièrement adaptée à ce jeu. Il faut se placer à hauteur de figurine, voire oui, bon, le grand classique si c'est visible. Par facilité, on ignorera les petits accessoires décoratifs sur les figurines ainsi que les mauvais joueurs pointilleux. Vous avez entendu? Les mauvais joueurs pointilleux, ça dégage. On est là pour se faire plaisir dans le hobby. Ok, bah, classique. C'est même pas vraiment défini par le jeu, c'est eux qui ont rajouté ça. Donc, enfin, c'est eux. Le créateur qui a sûrement. Les petits oiseaux là, je pense, c'est des errata. Couvert. Si une figurine peut tracer une ligne de vue entre elle et sa cible, mais que cette ligne de vue est partiellement interrompue par une autre figurine ou élément de terrain, clôture, porte, métallique, etc., alors l'attaquant subit un malus de -1 sur ses jets de violence et de visée. Donc, du moment qu'il y a un couvert, t'as un -1. Il y a des figurines amies. Ah, parce que j'ai dit amis neutres. On peut convertir les amis en amis zombies. Rigolo aussi. Chaque chose en son temps. Déjà, il faut que je fasse une team O dans Amis. Terrain dangereux et bord de table. Murs hérissés, pentacles maudits et autres innommables périls sont légion dans la cité éternelle. Et représentent un danger certain pour les malchanceux qui les touchent. Si la figurine se déplace, subit un recul ou tombe sur un terrain dangereux, son mouvement est stoppé avant son terme et elle subit 3 dégâts. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, ça faisait mal. Les bords de table sont traités comme des terrains dangereux. Rien d'amical n'existe au-delà des ombres. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la syntaxe, le choix des mots et tout, c'est très très drôle. Ça campe dans l'univers, c'est vraiment cool. Pas juste les règles, quoi. Tu rentres petit à petit dans l'univers par leurs petites blagues et leurs petits mots de vocabulaire à rajouter. Enfin, blague, c'est pas le terme, mais vous m'avez compris. Donc voilà, si tu tapes le bord, c'est comme si tu tapais un terrain dangereux. Ça fait mal. Et 3 dégâts, ça fait mal, hein. Vous allez voir les points de vie après, mais 3 dégâts, ça fait mal. La ville offre de nombreux raccourcis de nature physique ou magique si l'on sait où chercher. Porte dérobée, d'accord. Si les joueurs sont d'accord, des points de la carte peuvent être désignés comme des portes dérobées. Ah, c'est cool. Alors déjà que la carte est petite, qu'on peut se déplacer facilement, mais alors là en plus. Chaque porte dérobée doit avoir au moins une autre porte à laquelle est connectée. Oui, bah, ça... ok. Les figurines peuvent voyager entre les portes connectées en utilisant l'action de traverser. C'est une action en soi. Les portes dérobées peuvent prendre des formes diverses, depuis une porte, la tour qui se connecte à une trappe sur un toit, une paire de miroirs enchantés qui agissent comme des portails, ou même une tyrolienne entre les toits. Ah ouais! On va pouvoir mettre des tyroliennes, on va pouvoir mettre des zombies sur des tyroliennes, je prends, j'achète, c'est génial. Ok, alors, bah ça c'est très cool pour le moment. Interaction de décor simple, mais très cool. Voilà, plateau bois 40 sur 40 fait pendant ce live. Là, tu nous as mis un truc sur Discord, c'est ça que tu me dis? Non? Pas compris ton message, Samy. Voilà, plateau bois 40 sur 40. Ça t'a motivé à jouer? T'es en train de monter, t'es en train de montrer la table. Et tu la montres où? Donc oui, j'avais bien compris ce que tu disais, mais du coup, tu la montres où?
tu me diras. Monter. Ok. Ah, t'es déjà en train de faire une table pour jouer à Necro. Bravo. Action. Alors, le mouvement, ça coûte un point d'action. Tu déplaces une distance équivalente à ta caractéristique de mouvement. Ça, c'est très classique, on l'avait vu. On ne peut pas traverser les autres figurines, on le rappelle. Surfaces verticales peuvent être grimpées ou descendues si la figurine rejoint une zone stable à l'horizontale. Donc, quand on fait les calculs, vous savez, vous placez votre règle et vous voyez s'il y arrive, quoi. En termes de son mouvement, la distance est décomptée verticalement et horizontalement. Si la figurine ne termine pas son mouvement sur une zone stable horizontale, elle tombe. Donc ça, techniquement, si vous autorisez les prémesures, ça n'arrive pas. Du coup, ça peut être drôle de ne pas autoriser les prémesures justement pour ce genre de truc. Ça peut être très 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 fun. Une figurine peut se déplacer horizontalement le long d'un rebord et choisir de tomber au terme de son mouvement. Tu peux vraiment choisir soit de tomber, c'est très bien. Les petits vides peuvent être sautés si la figurine a assez de mouvement pour les franchir entièrement, tout simplement. C'est très 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 simple, la gestion du mouvement. Là, ils ont choisi, il n'y a pas de jet de saut, il n'y a pas de jet d'escalade, de machin, de truc. Tu as la distance, tu le fais. Très bien. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas de jet et tout, ceux qui aiment bien les mésaventures avec les chutes, je conseille vraiment de ne pas autoriser la prémesure. Ça rendra votre partie très très drôle, je pense. Conseil, nombre, taille, décor. Ah, t'es déjà regardé là, t'es déjà sur le. T'es sur le PDF? Enfin, sur le Word. J'ai pas vu conseil, nombre, décor. Mais en même temps, ils le disent. Regarde. Alors, déjà, t'as les objectifs. C'est pas ça que je voulais te dire. La table. La table. 40 par 40. Et ils te disent en gros, bah fais-toi plaisir. Voilà, c'est ça l'idée. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils donnent pas trop de conseils. Ils ont peur que ça bloque le truc. Les gens, ça les bloque, hein. Il y a un conseil, ils sont obligés de le faire, quoi. Après, si tu veux un exemple, étant donné que les démonstrateurs sont des joueurs, là, tu as un exemple de table jouable apparemment. Donc il y a deux gros décors où on peut monter dessus et un, deux, trois, quatre petits décors qui font mal au cul. Ça peut te servir d'aide. Regardez si l'autre c'est à peu près pareil. Ouais, dans l'autre c'est assez différente en vrai. Et ouais, c'est ce qu'il avait dit. Je crois qu'il avait conseillé en plus. Ah non, c'est pas deux, c'est un seul. Il avait dit trois décors qui font mal au cul et deux gros décors. Enfin, trois décors moyens et deux gros décors, je crois. Il avait dit un truc comme ça, c'était conseillé. Après, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est que ta table, elle te plaise. Bon, avant tout. Alors, revenons à nos moutons. Donc, le mouvement simple. Attaque, simple aussi, vous allez voir. Ça coûte un point d'action. Si une figurine ennemie est à portée d'une des armes de la figurine active, lancer un nombre de 10, de D10 égal à la caractéristique d'attaque de l'arme choisie. Donc ça, c'est les armes qui définiront voilà, notre nombre de dés. Il faut atteindre ou dépasser la caractéristique de violence de la figurine attaquante si la figurine a une arme de mêlée. La caractéristique visée de la figurine attaquante si elle a une arme de distance. Ok, donc vous avez un certain nombre de D10 en fonction de votre arme. Faut que l'ennemi soit bien sûr à portée, ça c'est indiqué sûrement sur l'arme, la portée, il me semble d'ailleurs de mémoire. Et donc vous allez choisir le résultat que vous voulez, donc certainement le meilleur. Et vous avez une caractéristique de violence si vous attaquez au corps à corps. Donc c'est votre caractéristique, c'est votre personnage. Il doit réussir à faire atteindre ou dépasser. Il doit atteindre ou dépasser son seuil de violence au corps à corps ou atteindre ou dépasser son seuil de visée en distance pour réussir à atteindre la cible. Ah bah des bisous Ben, des bisous. J'espère que, je t'avoue que j'espère que c'est que chez toi, ça bug. Ouais, mon débit est bon, ça a l'air de marcher. Alors, donc simple, vous avez vu.
Chaque lancer qui atteint ou dépasse la statistique ciblée est considéré comme une touche franche. Chaque dé qui ne le fait pas... Ah non, non, vous choisissez pas le meilleur, je vous dis des conneries. Vous lancez 3 dés par exemple, bah vous avez mis 3 attaques. Ah, la violence. Chaque dé qui ne le fait pas est considéré comme une simple frappe. Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est la violence. Ça meurt très très vite, je vous avais dit, hein. Donc genre, je lance 2 dés. Disons que j'ai un seuil de 7. Si je fais un 7 et un 3, il y en a un qui va faire une touche franche. Donc la touche cause à la cible le maximum de dégâts de l'arme. Soit T, soit le chiffre le plus haut du profil de l'arme. Puis l'attaque provoque un recul. Donc j'ai réussi mon seuil avec mon 7, donc je vais faire un push, c'est sûr. Par contre, mon 3, tandis que chaque frappe cause le minimum de dégâts. Soit T, le chiffre le plus bas sur le profil de l'arme. Et donc si je réussis pas mon seuil, je vais quand même mettre des dégâts, mais je vais en mettre moins. Et je pourrais pas faire le push. Les dommages de chaque touche et chaque frappe sont additionnés, puis la valeur d'armure de la cible est détruite. Le total correspond au nombre de dégâts reçus par la cible. Le total des dégâts perçus est d'au moins 1 et ne peut être nul. Ah, tu mets toujours un dégât. D'accord, bon, bah alors, par exemple, j'ai jeté 3 dés. Disons que quand je rate, ça fait 1 dégât, et quand je réussis, ça fait 2 dégâts. Disons que j'en ai réussi 1 et j'en ai raté 2. Du coup, ça me fait 1 plus 2 qui fait 4. Donc je lui mets 4 dans sa pachole. Imaginons il est 2 d'armure. Et ben ça lui mettra 2 dégâts. Voilà. Et en plus, j'ai un push parce que j'en ai réussi un. Par contre, c'est pas, on cumule pas les pushs. Si vous avez réussi un, vous allez faire un recul de 1 pouce dans n'importe quelle direction au choix de l'attaquant. Mais vous n'allez pas faire 1 plus le nombre de réussites que vous avez. Attention, la plupart des armes ont une portée de 1. Il n'est donc pas strictement nécessaire d'être au contact. Ça, c'est important. Vous allez voir qu'il y a différentes portées, mais de base, en gros, on a 1 pouce de portée. On n'est pas obligé d'être au contact socle à socle. Là. Résumé de la séquence d'attaque. Non, mais c'est bon, on a compris si vous voulez le faire. Alors, choisis une cible à portée de l'arme. Tu jettes les dés en fonction. Si c'est un tir, tu vas utiliser RA. Si c'est un attaque, tu vas utiliser VI. Violence. On comptabilise le nombre de touches et le nombre de frappes. Donc les touches, c'est les réussites. Les frappes, c'est... Non, je dis des conneries. On recommence. Tu choisis ta cible. Après, la valeur... ouais, mais ils l'ont pas écrit comme ça aussi. La valeur, le nombre de dés que tu vas jeter dépend de ton arme. Ensuite, tu dois atteindre un seuil. Ça dépend de... Si tu es au CAC, tu vas devoir dépasser ton seuil, égaler ou dépasser ton seuil de vie, violence. Et si tu es au tir, égaler ou dépasser ton seuil de ranged, RA. Tous tes dés qui ont réussi à égaler ou dépasser ce seuil sont des touches et te permettra d'avoir un push en plus du max de dégâts et des effets s'il y en a associés. Et tous ceux qui ne sont pas arrivés sont des frappes et feront moins de dégâts. Et si tu n'as que des frappes, tu n'auras pas le bénéfice du push. Sachant que après tu vas totaliser tout ça. Tu vas y retirer l'armure de ton adversaire, mais même si ça retire tous les dégâts infligés, tu lui foutras quand même de toute façon au moins un dégât. Donc ça meurt très très vite, hein. Si au moins une touche a été provoquée, donc la cible subit un recul. Donc c'est 1 pouce. On va pas lire l'exemple. Ramasser une relique. Donc ces petits objets, pièces d'or et compagnie. Ça coûte 1 point d'action. Seule une figurine dont la base est au contact, là par contre, attention, avec la relique peut entreprendre cette action. Retirer le marqueur de relique de la table, bien sûr. Tu l'assignes à ta figurine. Donc ça veut dire qu'en gros, elle la garde sur elle. Donc je suppose que si elle meurt, la figurine porte la relique. Si la figurine est fracassée, oui, parce qu'elle meurt pas, ils sont tous morts, Vincent. Si la figurine est fracassée, la relique est redéposée en jeu en lieu et place du socle de la figurine fracassée. Il n'y a pas de limite de nombre de reliques qu'une figurine peut transporter, sauf si l'effet de jeu exprime clairement le contraire. Ah, mais alors du coup, attends. Si tu le poses au même truc du socle, mais si tu as 2 reliques, tu le poses pas exactement. Un peu comme ça, je suppose, mais... Cette règle impose de réfléchir un tant soit peu à la forme que vont prendre ces reliques en jeu.
Idéalement, pour l'immersion, il faudra utiliser des socles de 25 à 30 de diamètre similaires à ceux des figurines, mais si une figurine transporte plusieurs reliques, il faudrait alors qu'elle soit empilable. Ah oui, parce que tu dois le mettre au même endroit, ce qui est difficilement compatible avec la contrainte précédente. C'est pourquoi la VF propose la règle alternative suivante. Yes, règle alternative VF, c'est parti. Si une figurine transporte plusieurs reliques et fracassée, chaque relique au-delà de la première doit être placée en contact socle à socle. Oui, bah c'est classique en fait. Relique mise en jeu. Si cela n'est pas possible par manque de place, la relique est replacée en jeu au mieux à 3 pouces de toute figurine en jeu par le joueur propriétaire de la figurine fracassée. La relique a été éjectée lors de l'attaque. Ok. Donc s'il n'y a plus la place de foutre les trucs, tu la mets où tu veux, mais il faut qu'elle soit au moins à 3 pouces d'une autre figurine. Roder, c'est une action. Je connais pas du tout, du coup, on n'a pas du tout joué pendant la démo, ils ont enlevé les actions un peu. Pour simplifier la démo, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on aura peut-être pas le temps de... Ah oui, on est sur 15 pages sur 60. On va devoir faire 2 lives pour pouvoir lire... On lira le narratif plus tard, quoi. On en est où, là? Ok. Ouais, parce que j'ai 30 minutes, là. Alors, Rodé. Ça coûte 1 d'action. Termine l'activation de la figurine, attention. Cependant, elle pourra se réactiver plus tard durant le tour actif, sans regagner son point d'action, toutefois. Cela permet de temporiser dans le tour l'activation d'une figurine à l'assemblée avec des faibles par exemple. Ah bah c'est passé, ouais. C'est un pass token. Ok. Exemple, au début du tour, la figurine s'active. Rôde d'activation. L'activation se termine immédiatement et un pass à l'adversaire. Néanmoins, le propriétaire pourra réactiver au cours du tour. Ultérieurement, seulement elle n'aura qu'un seul PA. Oui, parce qu'ils ont généralement un PA. Mais par contre, moi, la question que je me pose, c'est que du coup, imaginons, je sais pas si c'est possible, mais si tu as 3 PA, tu peux faire une action, rôder, et après faire une action plus tard. Peut-être. Ou en AP. Une figurine en contact avec une porte dérobée. Ah là, ils ont oublié de mettre le nom. C'est con. Bon, bref, il y a une action, on ne connaît pas le nom, mais en gros, ça coûte 1. Une figurine en contact avec une porte dérobée peut se déplacer au travers. Donc on avait vu le nom de l'action, elle était plus haut. Salut Macha. Eh ben, bonne pintouille. Là, on lit que les règles de base. Je pense qu'on n'aura pas le temps de lire les règles de base de Necropolis. On n'aura pas le temps de lire le côté campagne et solo coop. Je pense qu'on refera une émission pour parler de ça justement. Parce que là, il reste pas beaucoup de temps. Il est 11h11. Quelqu'un pense à moi. Incroyable. Traversée. Là, on est en train de lire les actions. Traversée. Pop, pop, une figurine en contact avec une porte. Ah, mais c'est la même action. Ah, ils l'ont mis 2 fois. Ils sont trompés. Donc, du coup, bah, c'est l'action traversée que je viens de lire. Il y a une petite erreur. Bon, la traduction AFR est en cours. Hein, donc, c'est normal qu'il y ait plein de coquilles. Action libre. C'est quoi une action libre? Certaines actions sont gratuites et ne coûtent pas de PA, comme l'utilisation de trésors mineurs par exemple. Il est intéressant d'inclure aux actions libres les actions contextuelles simples, telles qu'ouvrir une porte, activer un levier, etc. Afin de ne pas trop ralentir le jeu et de conserver son dynamisme. Donc ça en gros, il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup d'encarts qui disent en gros arrange-toi avec ton adversaire pour que la partie soit cool. Là c'est tout en anglais, c'est pas traduit. C'est du fluff de toute façon. Mais je crois que c'est en cours aussi de traduction. L'assemblée. Donc l'assemblée, donc c'est votre team, votre groupe de figurines. Parce que là, c'est le team building. Les possessions, la monnaie du jeu s'appelle l'obol. Une monnaie d'argent infusée de mana de la cité éternelle. Il n'y a pas de limite de quantité d'obol que peut amasser une assemblée. De même, il est possible de stocker du matériel en vue de l'utiliser plus tard. Ok. Ça, c'est vraiment, ça s'adresse pour la question de la campagne en réalité. Créer son assemblée. Voilà, ça nous intéresse directement. Donc on a 300 obols de base. Bam. Un petit prêt étudiant pour commencer sa vie. Choisissez une alliance ou reniez-en une et rejoignez les dérisoires. Alors j'ai hâte de lire ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On choisit son leader. On paye nos sujets. On paye nos sujets, on les recrute quoi. Et on construit un repère. Oh là là, il n'y a que des mots-clés qui me plaisent. J'ai hâte de voir. Chaque assemblée débute avec une limite de déploiement de 350 obols pour chaque bataille. Ok, une partie ça se joue en 350. Mais on commence avec 300 obols.
Vraiment, c'est axé, il te dit, il faut faire la campagne. À la fin du chapitre, vous trouvez quelques exemples d'assemblées assorties à des photos. Limite de déploiement. La limite de déploiement est la valeur totale additionnée maximale en noble de toutes les figurines déployées pour une partie par un joueur. Les joueurs peuvent avoir autant de sujets qu'ils le souhaitent dans leur assemblée, mais décident qui part au combat pour chaque scénario. La limite de déploiement d'une assemblée peut évoluer avec le temps, agrandir le repère, acheter de nouvelles capacités, etc. Ouais, c'est vraiment très très orienté campagne, ça va être cool. Du coup, bah, la limite de déploiement, finalement, c'est le format de la partie, hein. En d'autres termes. Alliance, donc c'est les factions. Alors, en plus, on a vu qu'on pouvait les renier. J'ai hâte de voir ça. Alors, les alliances sont des factions qui peuvent rejoindre les assemblées au sein de la Cité éternelle. Chaque alliance peut fixer spécifiquement le coût de certaines figurines ou restreindre les choix des sorts. En contrepartie, elle offre certains bonus, comme le trait additionnel pour le leader, un trait spécifique pour chaque alliance pour une figurine au choix. Ah ouais, c'est cool. Ça apporte ses bonus avec. Un peu comme Mars. À l'opposé, vous pouvez choisir de rejeter les alliances et de faire partie des dérisoires. Les dérisoires peuvent choisir leurs traits parmi la liste dédiée. Ok. Donc, on a les cœurs embaumés, rejetons de la déesse de la pourriture, d'accord? On a les enfants de la calcite, fidèles du premier seigneur liche. Les pourvoyeurs de nuit, spectres des enfants maudits. Attention! Ah, pardon. Les pourvoyeurs de nuit, donc spectre de l'enfant maudit, l'orthodoxie nécromantique, partisan de la nécromancie originelle, les dérisoires, du coup, les abandonnés, les oubliés, les dégains, les pecnos. Alors, le cœur des embaumés. Je vous laisse lire le lore qui est en anglais, démerdez-vous. Si vous avez choisi cette alliance, votre assemblée devra contenir uniquement des figurines avec le mot-clé sang. Le leader de cette alliance peut avoir jusqu'à 3 traits, incluant le trait de base. Okay. Les sujets peuvent avoir seulement un seul trait. Les traits choisis sont définitifs. Certains traits sont restreints par des mots-clés spécifiques. D'accord. Votre leader obtient le trait suivant en supplément des autres. Cœur choisi. Un trait de sang. La flamme de la déesse ravive les cœurs les plus sombres. Quand cette assemblée gagne un mana de sang pour sa réserve de magie, toutes les figurines de l'assemblée se soignent de 1 HP. Oh, c'est violent. Du coup, ça veut dire que, bah, par exemple, t'as un pote qui est mort, ton chef il récupère son mana de sang qui est traîné sur la table, et ben ça soigne tout le monde de 1 HP. C'est violent. Sans dépasser le total initial, bien sûr, comme dans tous les jeux. En complément, une figurine au sein de l'assemblée peut choisir le trait spécifique suivant ou sélectionner un trait des dérisoires. D'accord, on peut prendre un trait des dérisoires, ça marche. Mais sinon, le trait spécifique, c'est marche du cœur, toujours en avant, le dessin de la déesse nous précède tous. Lors du premier tour, avant de lancer un jet d'initiative, vous pouvez effectuer un recul de 4 avec cette figurine. En gros, c'est un déplacement de 4. Ah bah c'est ça que je jouais. Moi, je jouais les ghouls, on avait ça. Ah, je me rappelle pas que j'ai utilisé le truc de soigner tout le monde de 1 HP par contre. Mais oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est bien parce qu'on a un scout avec ça. On a un mec qui court vachement vite. Ça peut être un killer, ça peut être... Enfin, il y a plein de stratégies à avoir sur cet aspect-là, mais c'est vraiment très cool. Après, les enfants de la calcite, donc les bébés du Seigneur Lich. Si vous avez choisi cette alliance, vous devez contenir des figurines avec le mot-clé os uniquement. Les leaders de cette alliance peuvent avoir jusqu'à 3 traits, incluant le trait de base. Les sujets peuvent avoir... Oui, bon, ça c'est pareil que l'autre, ok. Voilà. Votre leader obtient le trait suivant en supplément des autres. Sacrifice osseux. Une preuve de la foi pour le Seigneur Lich. Au moment de l'activation, vous pouvez choisir de perdre de HP pour que tous les sorts de l'école de magie des eaux voient leur valeur de dégâts augmenter de 1. Ok, c'est un boost de dégâts au sort. L'effet prend fin à la fin de l'activation de la figurine et n'affecte pas les figurines amies. N'affecte pas amis. Lol. En complément, donc le petit truc de bonus pour une autre figurine, c'est structure d'obsidienne, un corps ancien aux os noirs et durs comme le diamant. Pardon. En gros, c'est les champions, quoi. Il y en a un qui a une technique un peu spé. Lorsque cette figurine subit des dommages directs non issus d'une attaque, chute, terrain dangereux, sort, les dommages sont réduits de 1.
Donc lui, il peut se laisser tomber comme un gueudin ou prendre que 2 dégâts quand il se fait pousser. Ok. Le total de dégâts perçus est d'au moins 1 et ne peut être nul. Ah oui, par contre, on se prend toujours un dégât. Donc en gros, c'est intéressant. Si tu devais prendre 2 dégâts, tu t'en prendras qu'un. Par contre, si tu devais te prendre un dégât, ça sert à rien, tu te le prends quand même. Le trait n'est pas considéré comme une armure. Donc tous les effets qui ignorent l'armure n'ignoreront pas ce trait. Les pourvoyeurs de nuit. Spectre de l'enfant maudit. Du coup, ils sont avec le mot-clé plasma. Et votre leader, il a clair de lune, furtif tel un éclat de lune dans une sombre rivière. Après la résolution d'une attaque ennemie contre votre leader et du recul éventuel faisant suite, donc on s'est pris une chiche et on s'est fait reculer par exemple avec notre leader, on peut effectuer un nouveau recul de 2 pouces maximum avec ce leader. Ça doit nous permettre peut-être de revenir au contact. Pourquoi il utilise le mot recul plutôt que mouvement? Bon, pourquoi pas. Je trouve par contre ce mot de recul n'est pas très bien choisi. Ah, c'est quoi en anglais? Faudrait que je regarde. Du coup, ça perturbe. Mais ok, donc tu peux faire un petit mouvement de 2 une fois que tu t'es pris une chiche. C'est intéressant pour fuir ou justement pour retourner au contact si jamais il t'avait éloigné. Malédiction lugubre. Et tout. De quoi? Et tous les emporter dans les flammes accueillantes de l'enfant maudit. Alors, j'ai rien compris au petit texte de Fluff là. Quand cette figurine est fracassée, chaque autre figurine dans les 3 pouces subit 2 dégâts. Oh! Oh, le mec, c'est une bombe. Il explose. L'orthodoxie nécromantique, partisan de la nécromancie originelle. Si vous avez choisi cette alliance, votre leader devra être une liche. Mais par contre, ça n'impose pas le mot-clé os, sang ou plasme. La création, le choix de sort sera restreint à ceux de la nécromancie. De plus, la limite de déploiement est limitée à 300 oboles au lieu de 350. Ah, tu peux mettre moins de gars. Ok. Le leader de cette alliance, blablabla, peut avoir les traits. Ça, on va voir. Alors, les traits érudits. Ça n'a pas de mot-clé. La non-mort est une chance inespérée et de parfaire notre savoir. Chaque fois que ce leader lance un sort, sur un résultat de 9 ou 10, le dé de magie n'est pas défaussé en retour et retourne dans la réserve. Ok, c'est fort. Très fort, mais il faut réussir à faire les critiques. Mais moi, je suis bon avec un dé de 10. Pas mal. Et l'autre, c'est apprenti. Il y a toujours pour sacrifier leur éternité à une servitude sans fin en échange d'un fragment de la vérité. Il y en a toujours. Ok. Cette figurine de sujet uniquement. Ça peut pas être le leader, oui, mais de toute façon, c'est un truc dessus. Connaît un sort. Ah oui, mais non, ça peut pas. Ok. Connaît un sort aussi connu par son leader. Ok, donc ça permet d'avoir 2 magiciens finalement. Elle peut lancer ce sort de manière habituelle, mais subit une fuite de magie sur un résultat de 1 ou 2. Alors je sais pas du tout ce que ça fait. Putain, puis on va pas avoir le temps de lire ce que ça fait. Je me dépêche de faire les factions, puis on va devoir couper là. Alors les dérisoires, abandonnés et oubliés, donc ça, les fameux pignoufs. Jusqu'à 2 figurines de l'Assemblée ayant choisi cette alliance dissidente, rien que ça, peuvent chacune choisir un trait de la liste des traits dérisoires. Le leader de cette alliance peut avoir jusqu'à 3 traits, incluant le trait de base. Le sujet peuvent avoir seulement un seul trait. Les traits sont choisis, sont définitifs, on est d'accord. Donc, les traits des dérisoires, on peut être acolyte. Cette figurine gagne l'action chant pour 2 points d'action. Elle reçoit un dé de mana de type de son choix. Très fort. Corps brûlant. Lorsque cette figurine entre en contact ou traverse une figurine ennemie, celle-ci subit un dégât. Ce trait ne fonctionne une fois par figurine ennemie et par mouvement. Recul ou chute. En d'autres termes, on ne peut pas faire exprès de passer plusieurs fois sur un ennemi. D'accord. Donc par exemple, si t'as un personnage qui a vol, elle traverse ses ennemis, du coup ça peut être intéressant de faire une série d'ennemis comme ça. Ça fait très fantôme, c'est très cool ça. Eh ben oui, bah forcément c'est plasme. Ok. Le acolyte c'est 100 os ou plasme. Pas léger, 100 ou os. La figurine gagne plus 1 de mouvement, plus 1 pouce du coup, de mouvement et ignore les dommages de chute de moins de 3 pouces de haut.
Les dommages sur une figurine en contrebas de la chute s'appliquent toutefois. Ok, donc lui il est intéressant pour sauter sur les gens. Ça dépend des tables du coup. Et évanescence, wake me up, ceux qu'on la ref, lol. Sans os plasme, si la figurine est ciblée par un sort ou une attaque à plus de 5 pouces de distance, elle est systématiquement considérée comme à couvert. Ce bonus n'est pas cumulatif avec le véritable couvert. Ok. On va rester sur la pampa, si on est loin, on est à couvert. D'accord, ça c'est les traits des dérisoires. Encore les traits. Ah, mais il y en a plein. Et donc, de ce que j'ai compris, apparemment, on peut mettre les traits des dérisoires aussi sur nos gars quand on a choisi une alliance. Bon, bref. Floraison maladive. Au moment de l'activation de la figurine, choisissez une figurine à une distance maximale de 3 pouces. Elle subit un dégât. Bon, un petit dégât comme ça, c'est cadeau. Noueux. Cette figurine bénéficie d'un bonus d'armure permanent de +1, mais subit un malus de -1 pouce de mouvement sur sa première activation de la partie. Oh, c'est pas trop un gros malus, quoi. Ok. Greffé. Une fois par partie, sur une seule attaque, la figurine bénéficie d'un bonus de +1 d'attaque sur une de ses armes. Cet effet est annoncé avant d'initier l'attaque. Donc, on rajoute un dé, c'est ça. Intangible. Réduisez la distance de recul de cette figurine de 1 pouce avec un minimum de 1 pouce. Pas compris. Réduisez la distance de recul de cette figurine de 1 pouce avec un minimum de 1 pouce. Donc en gros, on recule pas, quoi, parce que bah, le recul, c'est 1 pouce. Sauf ceux qui te font reculer de 3 pouces avec des effets particuliers. Mais rampant. Les mouvements de cette figurine sur des surfaces verticales comptent pour la moitié des distances parcourues. Par exemple, grimper sur un mur de 4 pouces de haut ne consomme que 2 pouces de mouvement pour la figurine. D'accord, il marche mieux sur les parois, c'est marrant. Après, alors, voleur. Après chaque partie, jetez un des 10. Si le résultat est inférieur ou égal à la caractéristique de mouvement de la figurine, gagnez 10 obols supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment typé campagne. Voix du firmament. Cette figurine de leader gagne l'action voix. Donc ça, faut y mettre sur un leader, alright. Pour un point d'action, choisissez une figurine dans les 5 pouces, puis qui subit immédiatement un recul de 1. Ok, du contrôle, contrôle de placement, ça marche. Il est quelle heure? Il est 25, vite! Les leaders, les différents types de leaders. Les leaders sont l'épine dorsale de votre assemblée. Ils sont pour la plupart gratuits, mais vous devez payer pour leur équipement. Le leader est lui-même un mot-clé. Il existe 3 leaders. Les liches, on a vu qu'il y avait une alliance qui est obligée d'avoir une liche en leader. Les revenants et les déifiés. Chaque leader doit choisir son mot-clé parmi 100. Le leader gagne plus 2 HP sur sa caractéristique de point de vie. Hausse, le leader gagne un bonus de -1 sur sa caractéristique de violence. Par exemple, sa violence est à 7+, elle passe à 6+. Donc c'est plus facile pour toucher de la part des os en termes de corps à corps. Et plasme, le leader gagne le mot-clé vol, mais subit un malus de -2 HP sur sa caractéristique de point de vie. Et ne peut pas porter d'équipement armure lourde. Règle optionnelle. Afin de dynamiser le jeu et de rendre les leaders plus épiques, il est possible de leur offrir un bonus de 1 point d'action sans déséquilibrer le jeu. Attention, cela change toutefois le feeling des parties en rendant les leaders nettement plus dangereux. Pour nuancer cet effet de bord, il est vivement conseillé d'adopter en même temps la règle de plafonnement du nombre d'actions payantes proposées dans le chapitre règles de base. Donc, c'est une règle optionnelle, mais on peut dire, ouais, les leaders, ils ont 1 point d'action de plus. Mais par contre, il conseille quand même d'utiliser l'autre règle optionnelle qui dit on n'a pas le droit de faire plus de 2 fois la même action. Voilà. Ok. Tableau des noms des leaders. Ben, moi, là, tout de suite, je m'en fous. Nous, on s'intéresse aux règles. Là, il y a les règles. Enfin, il y a les profils. Si vous prenez une liche, donc du coup, les leaders, ça coûte 0. Hein. Le mot-clé, c'est soit sang, soit os, soit plasme, et il y a forcément le leader. Les sorts, il va avoir invocation, plus 3 sorts additionnels au choix. Donc invocation, c'est quand vous faites repoper vos gars. Réserve, il a 4 dés de magie répartis selon le choix de l'utilisateur entre sang, os ou plasme. Ça dépend de votre mot-clé, bien sûr. Le trait, il a son trait de base au choix, plus sorcier antique, plus trait éventuel offert par l'Alliance. Ok. Donc il a 3 traits en fait. Si tu as pris une Alliance, il a 3 traits.
Le soc de 20 à 50, il conseille. Et la figurine, un nécromancien pourrait être maladif, une liche ancestrale ou un sorcier inquiétant. Il vous donne quand même des indications pour ceux qui n'ont pas trop envie de réfléchir à des trucs farfelus. Il a 2 points d'action, il a 3 de mouvement. Donc avec l'autre règle, on peut voir qu'il peut avoir 3 points d'action du coup. 3 plus de mouvement, une violence de 7 plus, c'est pas un tapeur, c'est pas un tireur non plus, 7 plus. Et il a 15 HP, donc c'est clairement un magicien. Sorcier antique, c'est le fameux trait qu'il a. Une liche ne peut pas porter les équipements armure lourde et boucliers. Ah oui, c'est vraiment pas un tapeur, c'est un magicien. Invocation plus 3 sorts. Le revenant. Le revenant, donc c'est un autre type de leader. Il a 2 points d'action, 3 de mouvement, 6 de violence, 7 de tir et 17 HP. Donc lui, c'est plutôt un profil de cac. Ses mots-clés, ben, comme d'hab. Après le sort, il a invocation plus un sort additionnel choisi dans la liste. C'est pas un magicien. Il commence avec seulement 3 dés de ressources. Son trait de base plus sorcier antique plus le trait offert par l'Alliance, les figurines, bah, par exemple un chevalier squelette desséché, un ancien roi déchu ressuscité, un guerrier martyr spectral. Des siècles d'entraînement. C'est quoi ça? On n'a pas vu ça, des siècles d'entraînement. Bon, des siècles d'entraînement. Durant les actions d'attaque de cette figurine, ah, c'est des. Je pense que c'est des trucs qu'il peut prendre. Durant les actions d'attaque de cette figurine, tous les jets de dés ayant un résultat naturel non modifié de 10 est un critique. Chaque critique majore la valeur de dégâts de l'arme de plus 1. Okay. Et combattant, un revenant ne peut jamais gagner plus de 4 sorts en incluant invocation. La réserve de magie d'une assemblée dirigée par un revenant ne peut jamais dépasser 4 de magie. Ah non, c'est accroché au profil. On a un critique et on a une espèce de limitation sur la magie si on joue revenant. Okay. Et ben il en manque. On a vu Lich, revenant. Il en manque un. C'est lequel? Le déifié. Le déifié n'existe pas dans la version française pour le moment. Oh. Donc c'est soit vous jouez un revenant, soit vous jouez une liche. Et déifié, ben on sait pas ce que ça fait. Ok. Bon, on va s'arrêter là du coup. Et après, qu'est-ce qu'il y a sur la suite? Donc vous voyez, c'est pas fini. Hein. Ah si, déifié, il est là. On peut le faire. Ah ouais, il est en train d'être écrit. Blablabla, contexte à imaginer. Oui, ça reste un document de travail. Le déifié, 250 obol. Ah, ça coûte cher. Ah, donc c'est pas un leader. Donc ce qu'on a vu là en haut, c'était les leaders, mais ça, le déifié, un assemblage improbable de corps mutilés, un monarque élevé au rang de dieu. Nanana. 3 points d'action, mouvement 3, violence 5 plus, tir 6 plus, 25 HP. Ah oui, c'est un gros pépou. Ah, et donc c'est un leader. Mais oui, ah, mais alors du coup, c'est vous jouez ouais, vraiment le boss final, le final boss là. Réserve de magie 5D répartie au choix. Solor invocation, plus 3 sorts. Trait de base, plus colossal, plus un trait éventuel offert par l'Alliance. Le colossal, blablabla, contexte. Cette figurine peut uniquement utiliser les armes colossales de mêlée. Ok. Ah, c'est pour jouer le gros boss. Mais bon, ça c'est en cours. Donc on va s'arrêter là. Là, on voit il y a les traits de base aussi. Là, il y a les sujets qu'il faudra qu'on continue. Donc c'est les figurines que vous pouvez recruter. Un peu les exemples d'assemblée n'ont toujours pas été faits. Là, il y a les équipements. La magie. La mise en place qu'on doit encore faire dans les règles de base. Et ensuite la campagne. Qui est pas si longue que ça, ok. Donc bah, pour la prochaine fois on fera ça, sûrement, peut-être, je sais pas, on verra. Bien sûr qu'on va le finir le truc. Là on va s'arrêter là parce qu'il est l'heure pour moi. Et puis moi de mon côté je vais aller regarder, la version anglaise, voir s'il manque pas des trucs dans cette version française.
Donc voilà, c'était un début de lecture sur le Necropolis, le jeu. Donc moi j'ai vraiment été convaincu par le jeu. On finira de lire ça, donc on lira les unités, on lira les unités, on lira quoi? On lira la campagne, les sorts, tout ça, tout ça. Et on aura fini cette lecture. Je vous remets le lien du Patreon où vous trouvez le lien du Discord de la commu Necropolis. Et donc vous pouvez trouver les règles en français et les règles en anglais. Et vous pouvez aussi soutenir son créateur parce qu'il a un Patreon de figurines. Sur ce, je vous fais des bisous. Moi, je vais devoir aller au boulot. Et si je veux avoir le temps de manger, il est temps que je coupe. Écran de fin. Des gros bisous.